Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, la Casa de Papel est devenue un véritable phénomène. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de deux choses différentes. Je vais commencer avec le documentaire La Casa de Papel, le phénomène. C'est un documentaire qui est sorti sur Netflix le même jour que la sortie de la saison 4 de La Casa de Papel et je précise que je vais spoiler cette saison. Donc si vous n'avez pas vu la 4e saison de La Casa de Papel, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et après avoir critiqué le documentaire, je vous dirai en deuxième partie ce que je pense de la suite de La Casa de Papel et pourquoi ça doit s'achever. Et avant de commencer cette vidéo, si vous voulez mon avis sur la saison 4 de La Casa de Papel, vous avez ma critique qui est disponible sur la chaîne. Pour parler du documentaire, donc c'est un documentaire qui va retracer un peu le phénomène La Casa de Papel. On va pas vraiment se concentrer sur la production, il y a très peu de scènes qui parlent de comment la série a été faite. On se concentre vraiment sur pourquoi la série est populaire, qu'est-ce qui a fonctionné, où est-ce que ça a commencé et quelques petits behind the scenes, des scènes en coulisses et comment ils ont fait la série. J'aime bien l'approche qu'ils ont eu dès le début, c'est en te disant que La Casa de Papel était un échec. Du moins en Espagne sur la chaîne Antena 3 c'était un échec et du coup quand Netflix l'a racheté c'est devenu un phénomène culturel et c'est toujours intéressant de voir ça parce que Netflix aujourd'hui, une série qui est un échec peut-être national ou même un film peut devenir un succès planétaire. On l'a vu récemment avec le film turc qui était certes un énorme succès en Turquie mais qui est devenu un énorme succès en Europe aussi. Donc c'est vraiment intéressant de voir la manière dont les plateformes de streaming aujourd'hui peuvent ouvrir des portes à des séries. La Casa de Papel, comme il le dit dans le documentaire, n'avait vraiment rien pour réussir parce qu'il y avait des audiences vraiment décevantes et la série n'allait pas être renouvelée. Et là, ils ont renouvelé la série, ils en ont fait une nouvelle saison parce que c'est devenu un phénomène. C'est un documentaire qui a un mélange d'interviews d'acteurs, de metteurs en scène, de chef-op avec des scènes de la série et avec quelques scènes de coulisses et des scènes de personnes qui reprennent Bella Ciao et des trucs comme ça sur internet. Et j'aime beaucoup la manière dont ils ont parlé de l'impact qu'a eu la série sur les acteurs. C'est très cool de voir ces acteurs qui étaient un peu connus pour beaucoup d'entre eux, du moins en Espagne, et qui deviennent des stars planétaires parce que la série est numéro 1 en France, en Italie, en Argentine, au Chili. Elle est numéro 1 sur Netflix dans plein de pays différents et ces gens-là qui étaient connus en Espagne deviennent connus partout dans le monde. Et il y a toute une scène où ils sont en train de filmer à Florence, il me semble, où justement ils peuvent pas tourner, ils peuvent pas filmer parce qu'il y a beaucoup trop de fans qui sont là et ils font du bruit, ils vont sur la scène, etc. Donc ça montre à quel point leur vie a changé et ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la production, c'est les problèmes qu'ils ont eu à filmer certaines scènes. Ça c'est toujours vraiment passionnant à regarder parce que tu vois un peu les coulisses, tu vois ce qui déconne, ce qui fonctionne, pourquoi ils ont fait certains choix, comment ils ont fait certains choix et c'est ça qui est vraiment intéressant. Les scènes, on parle que c'est devenu un phénomène parce que Bella Ciao était un chant partisan, parce qu'ils ont utilisé à la bonne scène, etc., etc. Ça fait un peu vraiment se lécher ses propres bottes. Pour garder une expression un peu polie, ils parlent vraiment de pourquoi la série est devenue connue, c'est-à-dire les personnages, ils expliquent ce que les personnages représentent, etc., etc. C'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils ont fait les choses, pas pourquoi ils ont fait les choses, parce qu'on sait pourquoi la série est un succès. Il y a, comme ils disent dans le documentaire, un fort symbolisme. Il y a une chanson extrêmement connue qui a été remise au goût du jour. Il y a ce côté vraiment action / romance qui fonctionne. On sait pourquoi la série est un phénomène parce qu'on la regarde. Il n'y a pas besoin de nous l'expliquer. On a compris pourquoi ça marche parce qu'on la regarde et tout simplement ça suffit. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir un peu plus des scènes où vraiment ils ont beaucoup de problèmes, voir les acteurs un peu comment ils ont fait le cheminement pour arriver dans la tête de leur personnage. Grosso modo, parler de la série, vraiment comment elle a été faite et pourquoi ils ont fait certains choix, c'est ça qui est intéressant. Le résultat final, il est intéressant s'il y a quelque chose qu'on connaît pas, à la limite. Oui, mais là, on sait tous qu'il y a des joueurs de foot comme Neymar qui apparaissent dans la série, qui a d'ailleurs une seule réplique dans le documentaire, et sa réplique, c'est genre « j'aime la série ». On sait qu'ils portent les masques, on sait qu'ils ont kiffé la série, mais on s'en fiche de savoir pourquoi ils l'ont kiffé. Nous, ce qu'on veut, c'est comment cette série qui a failli être annulée est devenue un phénomène. Le phénomène, c'est le résultat. Nous, on voulait l'acheminement pour arriver au phénomène. On voulait savoir vraiment plus de détails. Il y a un truc qui m'a vraiment fasciné dans cette série, c'est qu'ils disent que le réalisme est important pour eux. Ce qui m'a quand même beaucoup fait rigoler parce que quand tu vois la saison 4 et le nombre de balles qui passent à côté de la tête des méchants, ça peut surprendre. Mais j'aime beaucoup parce qu'ils ont montré une partie du réalisme un peu différente. C'est qu'ils ont dit voilà, si on devait maintenant braquer la Banque d'Espagne, on ferait ça comme ça. Ils ont construit certaines choses pour la série. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment qu'ils ont construit le sas, c'est de voir vraiment qu'ils ont inondé la pièce. C'est voir le problème d'avoir des caisses d'or massif avec vraiment du caoutchouc ou du plastique, je sais même pas ce que c'est, ou de la mousse. Et pourquoi l'eau ça impacte la mousse, après fallait les retoucher digitalement, montrer plus de détails pourquoi une scène qui doit être filmée en 20 minutes, il n'y a pas le droit à l'échec, mais il y a quand même des échecs. Il parle d'Arturo, mais que du point de vue un peu positif d'Arturo, c'est-à-dire qu'il est un peu maladroit, qu'il est vraiment lâche, opportuniste et que tout le monde serait un peu comme lui dans cette situation. Mais ils ont visiblement pas vu la saison 4 où ils ont fait d'Arturo un violeur sans aucune raison. Personne n'aimait Arturo à la base, et ça je l'ai dit dans ma critique de La Casa de Papel, mais ça j'ai compris après pourquoi. Mais avant ça, c'est vrai que c'est sympa de voir un peu quelques scènes de Bella Ciao, de Magnifique
manifestation, de voir comment c'est devenu un symbole, mais il faut faire ça en 2 minutes, quoi, pas plus. C'est intéressant de voir pourquoi ils ont choisi Tokyo, pourquoi ils en ont fait ce personnage, mais encore une fois, c'est vraiment superficiel. Il y a toute une scène d'adieu de Nairobi, tu dis putain, ça va être touchant, il va expliquer pourquoi cette scène est dure pour elle, et pas du tout, c'est juste vraiment mal fait. En mode, oui, c'était une aventure et tout, ça on le sait. On sait que tu avais vraiment travaillé 4 ans avec ces gens-là. Maintenant, explique-nous pourquoi tu penses que c'était peut-être un bon choix, un mauvais choix. C'est un documentaire qui a été fait, j'ai l'impression, pour faire plaisir à l'équipe de tournage, pour faire plaisir non pas aux fans, non pas aux curieux, mais à tous les gens qui ont bossé sur Casa de Papel, parce que c'est tellement superficiel, il y a tellement aucune substance à en tirer de ce documentaire que c'est dommage. Pour revenir à l'histoire du réalisme, à quel point il voulait vraiment braquer, à quel point il voulait vraiment expliquer comment l'or se fait fondre, etc. C'est intéressant, mais de l'autre côté, il fallait parler du réalisme un peu plus négatif. Pourquoi il se prend pas de balles? Pourquoi ce personnage fait ça alors que ça n'a aucun sens? Ça aurait été intéressant d'aller un peu dans les problèmes de la série, d'être un peu plus autocritique. Là, c'est pas le but du documentaire, là, c'est juste vraiment pour se cirer ses propres pompes. On se rapproche vraiment de l'auto-plaisir plus qu'autre chose. Et je pense pas que les gens qui regardent la Casa de Papel vont voir ça comme une sorte de message de remerciement. J'ai pas eu l'impression que c'était un documentaire qui a été fait pour les fans, pour les remercier, alors pas du tout. Donc je sais pas vraiment pour qui est fait ce documentaire, mais ce qui m'intéresse réellement, et ce qui était vraiment fascinant à entendre dans le documentaire, et c'est sûrement la chose la plus intéressante du documentaire, c'est la manière dont ils écrivent les épisodes au fur et à mesure. Et des fois, ils ont même pas fini un épisode qu'ils commencent le tournage. Et ça, c'est juste incroyable parce que tu te dis, comment est-ce que tu peux garder une ligne directrice durant plusieurs saisons si tu écris les épisodes au jour le jour? Encore une fois, ils disent très bien qu'ils écrivent avec beaucoup d'adrénaline, ils écrivent sur le pouce, ils doivent vraiment faire vite parce qu'ils commencent le tournage bientôt. Ça montre donc une chose vraiment pertinente, c'est que comme pour la série en elle-même qui est bourrée d'adrénaline, les scénaristes le sont aussi parce qu'ils doivent écrire vite, ils sont stressés, ils bossent plus que normalement, et c'est pas le genre de truc où tu dis putain c'est des génies à arriver à trouver du temps, écrire ça vite et pas vraiment être bancal. La série est quand même assez bancale, on va pas se mentir, et le truc c'est que c'est pas des génies ces scénaristes là, loin de là, c'est pas des mecs brillants qui peuvent écrire un scénario en un week-end, d'accord? Et c'est ça qu'ils ont essayé de nous montrer, c'est regarder ces scénaristes, ils ont pas beaucoup de temps mais ils arrivent quand même à écrire. Oui, mais ça commence à se ressentir que vous ne savez pas où la série vous mène. Pour conclure sur le documentaire, je vous ne le conseille pas vraiment parce que vous n'allez rien apprendre, il n'y a rien de vraiment fascinant dedans sauf quelques scènes à droite à gauche. Ça dure 1 heure mais bon, c'est assez pénible à regarder parce que t'apprends rien et c'est dommage. Et je ne sais toujours pas pour qui est fait ce documentaire. Parce que c'est ni une histoire de coulisses et de production, ni une analyse de phénomène, ni un parcours psychologique des acteurs, bref, c'est pas grand chose. Donc je vous ne le conseille pas spécialement, vous n'allez pas perdre de temps si vous le regardez, c'est à la limite passable, divertissant, mais si vous ne le regardez pas, vous ne loupez rien du tout. Et ça, c'est le problème de la vidéo d'aujourd'hui qu'on va traiter maintenant, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter la Casa de Papel. Pourquoi? Parce que de une, je suis un grand fan de la série, il faut le savoir, et pour le bien de la série, je me dis que pas plus de 5 voire 6 saisons maximum. Je répète, je dis ça encore une fois, je suis fan depuis le début, j'adore cette série, j'en ai fait mes critiques, il n'y a aucun problème, mais en tant que fan, en tant que personne qui se rend compte avec ce documentaire-là, surtout qu'ils ne savent pas du tout où ils vont, j'ai envie que la série s'arrête pour une 5e et 6e saison, et faut arrêter de se voiler la face. Oui, la fin avec le professeur qui se fait choper par Alicia, qui va ou rejoindre le professeur ou perdre ses os à ce moment-là, on verra, j'ai lu pas mal de théories, mais l'idée c'est qu'ils sont encore dans la Banque d'Espagne, c'est le 2e braquage de la série, impossible d'un point de vue réaliste et de cohérence du scénario de faire un 3e braquage, c'est mort. Déjà 2e braquage ça fait un peu forcé, mais maintenant que c'était sur Netflix, maintenant que c'était international, les gens en voulaient plus, du coup ils voulaient un nouveau braquage, je comprends. Maintenant les 2 braquages sont presque terminés, il faut arrêter. Et on n'a pas envie que ça finisse comme Prison Break, où dès qu'ils sortent de la prison c'est n'importe quoi. L'objectif est que dès qu'ils sortent du braquage, il faut conclure. Donc là je vois maximum une saison si on part dans ce délire de conclusion, et peut-être une 6e saison où là ils sont en dehors d'un braquage et ils vivent peut-être une vie en train de fuir partout dans le monde, et tu suis peut-être les personnages individuellement, mais ça marcherait pas parce que ce qui marche dans la série c'est les personnages tous ensemble. Peut-être ils vont fuir tous ensemble, mais ça n'aurait pas de sens. Enfin bref, il y a plein d'idées à trouver, mais je pense que là il faut juste dire au revoir parce qu'on a compris bel et bien que c'est la fin de la série. On a compris qu'ils ont plus d'idées, on a compris qu'ils commencent à tourner en rond et il faut s'arrêter là avant que ça devienne nul. Je suis assez quand même impatient pour la saison 5 parce que j'aime cette série, j'ai envie de voir la suite, mais je pense pas qu'elle va réussir à se renouveler. Maintenant qu'ils ont foutu un assassin dans la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire? On repart sur des négociations, c'est ça? On fait comme la saison 1 et 2 et 3, c'est ça? On a eu un petit break avec la 4 avec vraiment l'assassin, c'était pas très bien fait d'après moi. Pour moi ce qui était fort c'était les négociations, mais 5 saisons de négociations, il y a un moment ça commence à faire beaucoup. Il y a un moment on a compris, ça commence à être répétitif. Et encore une fois je dis ça parce que j'aime la série, j'ai envie qu'elle s'arrête pour que j'ai une bonne série à regarder de temps en temps. Si ça part sur une saison 6, 7 et enfin Dieu nous protège 8, là c'est le bordel, il n'y a plus
plus rien à espérer de cette série. Pourquoi pas faire d'autres braquages à la limite? Pourquoi ne pas faire un spin-off? C'est pas la Casse des Papel, mais c'est pareil, des braqueurs dans un autre pays. Faire peut-être une série plus internationale, parce qu'à la base c'est ça que vous voulez, par pays, je sais pas, en France, en Russie, au Japon. Il y a moyen vraiment d'exporter cette série dans différents pays et que ça fonctionne. Il y a plein d'idées à avoir là-dessus. Mais ces personnages-là, cette histoire-là, il faut la conclure. Si ça se finit à la saison 5, pour moi, c'est bien. Je trouve que 5 saisons pour cette série, c'est vraiment top. Mais j'accepterai encore une fois saison 6 avec des vraies conclusions. Mais pas de troisième braquage, pas de fuite à l'extérieur, sauf si vous avez une bonne idée pour que ça fonctionne. Et faites autre chose, faites des spin-offs peut-être, pourquoi pas. Et à la limite, exportez-vous, faites d'autres pays. Alors oui, ça peut être répétitif parce que c'est toujours un braquage. Ça va toujours être le même processus de négociation, etc. Mais il y a des gens qui ont sûrement de bonnes idées pour faire une mini-série dans le type Casse des Papel, en Allemagne, en Italie, en Afrique, j'en sais rien, tu vois. Donc pour conclure, comme je l'ai dit, je ne veux pas de suite après la saison 6 et c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez une suite. Est-ce que vous voulez que la série s'éternise ou est-ce que vous voulez que la série s'arrête bientôt? Mettez-moi ça dans les commentaires. Voilà, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.